Les opioïdes sont une épidémie qui transcende le statut socio-économique et les personnes les plus à risque sont souvent celles auxquelles on s'attend le moins. Ce sont des gens que vous connaissez, des professionnels diplômés avec des familles et sans antécédents de consommation problématique de substances. Puis elles sont confrontées à une maladie mentale ou physique qui menace à réduire à néant ce qu'elles sont dans l'intérieur. C'est l'histoire de Steve Buell, un fonctionnaire retraité de l'île Prince-Édouard. Steve a travaillé pendant 35 ans comme un spécialiste en technologie pour des personnes handicapées. Il était marié, vivait dans une maison avec sa femme et ses chats, et pour la plupart des gens, il semblait comme être un gars normal qui vécut à ses occupations, même si en secret, il était dépendant des opioïdes. Steve n'a pas expérimenté à la drogue et n'est pas approvisionné dans les conditions dangereuses. Depuis 20 ans, il vit avec des douleurs chroniques débilitantes et sa consommation problématique de drogue a commencé par la gestion pour la douleur sous la surveillance de son médecin. Nous avons envoyé à Steve une liste de questions en avance et voici qu'il avait à dire. Parlez-nous de votre vie jusqu'au moment où vous avez commencé à remarquer que vous avez des problèmes de douleur. Je pourrais dire que ma vie était normale jusqu'à ce moment-là, mais ce ne serait probablement pas tout à fait exact. Je travaillais à Ottawa dans la fonction publique. Je venais d'arriver là-bas en 1999. Peu de temps après, environ 2 ans après, je me suis marié. Ce serait donc vers 2001-2002. En fait, au printemps 2002 et à l'automne 2002, on m'a diagnostiqué un trouble discal dégénératif. Ça a commencé dans mon cou et ça s'est propagé à partir de là. C'est arrivé au point où j'avais du mal à aller au travail, à prendre soin de moi, à vivre de façon indépendante. C'était donc le début. Après le diagnostic, j'ai enfin trouvé un médecin de famille et nous avons commencé la gestion de la douleur à ce stade, principalement avec des médicaments anti-inflammatoires. J'ai commencé par des doses légères et faibles, puis j'ai augmenté progressivement. À partir de ce moment-là, le dosage des anti-inflammatoires a commencé à avoir d'autres effets néfastes, comme des problèmes gastro-intestinaux aussi. Juste un malaise général. Et à ce moment-là, il ne gérait plus du tout la douleur, parce qu'avec une maladie dégénérative, on essaie juste de la maintenir. Essayez de remettre la séquence dans ma tête. Après les fortes doses ou en même temps que les fortes doses d'anti-inflammatoires, il y avait la physiothérapie, la massothérapie, d'autres régimes d'exercice. Cela a eu un effet positif, mais encore une fois, au fur et à mesure que les choses progressaient, ça a perdu de son efficacité et la douleur a recommencé à prendre le dessus sur tout. Puis nous arrivons à un moment, je dirais vers 2005 à 2006, où je venais d'acheter une maison. C'est pourquoi je me souviens assez bien de cette période. Nous avons commencé à étudier les drogues opioïdes à ce moment-là. Et bien sûr, le plus populaire à l'époque était l'oxy. Et c'était une expérience intéressante. Heureusement, j'avais des réactions à l'oxy et après une semaine ou deux, je ne pouvais plus en prendre parce que je restais sur le canapé sans pouvoir bouger à cause de fortes nausées. Donc je suppose que si j'ai eu de la chance, c'est que je ne pouvais pas prendre d'oxy. Comme nous l'avons tous appris plus tard, ce n'était pas le médicament miracle qu'on prétendait. Nous avons donc commencé à essayer d'autres médicaments. Le suivant, c'était la première fois que j'en entendais parler, mais tout le monde en a entendu parler maintenant, était le fentanyl. Et j'ai su que ça pouvait être problématique quand le médecin m'a regardé dans les yeux et m'a dit ça peut vous tuer. Alors j'ai fait très attention à de limiter le dosage de ce produit. Malheureusement, ou heureusement je suppose en rétrospective, j'ai eu une réaction similaire plus tard au fentanyl et je n'ai pas pu continuer avec ce régime. Et nous avons continué à descendre dans la pharmacopée. Nous avons finalement opté pour le tramadol et le Zithram et le Tramazet, qui sont tous deux à base de tramadol. L'un a une action plus longue, une fois toutes les 12 heures, et l'autre, le Tramazet, est utilisé au besoin pour les douleurs aiguës. En fait, non, j'en ai oublié un, on a parlé de la buprenorphine qui, si vous avez suivi l'affaire Purdue Pharma, est sa clé. La buprenorphine est un opioïde. C'était un patch thermique et ça a très bien marché. Je n'avais pas d'effets secondaires. Je n'avais pas beaucoup de douleur. J'étais capable de fonctionner après un certain temps.
mais j'ai développé une réaction cutanée à la zone de contact du médicament et j'ai malheureusement fini par ne plus pouvoir continuer. Nous sommes alors passés à l'étape du Tramadol. Cela devait être vers 2008 ou 2009, et tout fonctionnait bien. Je poursuivais gaiement ma route en pensant que je m'en sortais plutôt bien. J'étais assez détendu la plupart du temps. Je ne souffrais pas beaucoup, mais je ne cherchais pas vraiment à ne plus souffrir, j'essayais juste de tolérer la douleur. Du moins, c'est ce que je me disais. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suppose que je condense certaines de vos questions ici, mais je vais continuer à divaguer si ça vous va. J'y ai probablement suivi jusqu'à 2016 environ, en pensant que tout allait bien. Il y avait eu un événement qui s'était produit l'année précédente, ma femme était décédée et j'essayais de faire face à cela aussi. Et une fois que mon rôle d'aidant, ma femme avait été malade pendant assez longtemps, une fois que cela n'occupait plus mon esprit la plupart du temps, mon corps a décidé, tu n'es plus un aidant. Maintenant c'est à ton tour d'être malade. Et les choses ont déraillé avec la douleur et probablement aussi avec la dépression. J'ai fini par prendre ma retraite 6 mois plus tôt que je ne l'aurais fait normalement et j'ai passé les mois suivants dans une sorte d'isolement auto-imposé. Cette histoire de Covid n'est donc pas très nouvelle pour moi. Certaines personnes appellent ça l'isolement social, d'autres appellent ça le style de vie. Maintenant, nous arrivons au point où j'ai réalisé qu'il y avait des problèmes. J'étais souvent seul à la maison, dans le noir, à écouter la radio, à lire un livre ou simplement à exister. Au lieu d'être tolérant à la douleur, j'utilisais mes médicaments pour éviter la douleur, c'est-à-dire que si je pensais que j'allais avoir une douleur aiguë, je prenais plus de médicaments. Et c'est là que ça a vraiment commencé à devenir un problème que je ne voyais pas. Quand j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un problème, j'étais en colère contre tout, même contre mon pharmacien, celui qui me donnait les médicaments. Quand les petites choses allaient mal, des choses qui normalement, voulaient balayer d'un revers de main et n'avaient pas de problème, je paniquais. Et un jour, j'ai eu un épisode et j'ai eu la présence d'esprit de me détendre, d'y penser, de ne rien faire, d'agir sur ma colère pendant quelques jours. Et j'ai réalisé que les médicaments étaient probablement la cause de mes sautes d'humeur. J'ai décidé à ce moment-là d'arrêter et quelques semaines plus tard j'en ai parlé à mon médecin. Et j'étais en train de vivre un sérieux sevrage à ce moment-là. Cela nous amène à la question de savoir si j'ai utilisé la réduction des risques. Oui, je l'ai fait. Pour faire face aux effets secondaires, j'ai convaincu mon médecin de m'orienter vers l'usage de la marijuana à des fins médicales et, bien que cela ait très peu d'effet sur la douleur, cela m'a aidé à gérer à la fois la douleur et le manque. En gérant le sevrage, j'avais plus d'énergie pour me concentrer sur la gestion de la douleur et j'avais aussi remarqué pendant cette période que le fait de ne pas être dans la routine d'un travail de bureau et de rester assis dans une position statique pendant 8 heures par jour soulageait un peu la douleur. Car si vous avez des problèmes de colonne vertébrale, rester assis toute la journée n'est probablement pas la meilleure chose au monde. Donc, ça a commencé à s'atténuer et j'ai travaillé avec ça pendant un certain temps. J'en utilise toujours, mais surtout du CBD. Malheureusement, la science sur ce sujet n'est pas aussi complète qu'elle pourrait l'être, mais il y a de plus en plus d'informations qui sortent et en ce moment, moi et mon prescripteur travaillons sur le dosage optimal. Des doses plus élevées de CBD et très peu de THC. Comme un microdosage. Je pense que la capsule la plus basse que je prends, je n'inhale rien parce que j'ai aussi arrêté de fumer en 2016. La plus faible force de la capsule disponible est comme 2,5 mg, ce qui n'est même pas assez pour apparaître sur un test de sobriété au bord de la route. Mais je ne conduis pas quand je le prends, donc pas que ça va jamais arriver de toute façon. Ensuite, on en arrivait maintenant. Je n'en prends pas actuellement d'opioïdes. En fait, arrêter en novembre 2017 était le début de la fin. Je pouvais tenir quelques jours, mais ensuite il y avait un épisode de rupture massive et je devais prendre l'un ou l'autre. Un des Itram, un des Tramacet et... Mais c'était très limité. La dernière fois que j'ai fait remplir une ordonnance pour 100 capsules, j'ai fini par en renvoyer 80 à la pharmacie, peut-être. Quelque chose comme ça. Je les ai gardés pendant quelques mois avant de les renvoyer à la pharmacie, mais j'avais complètement arrêté à ce moment-là. Avec le recul, que feriez-vous différemment? Je ne sais pas, pour être honnête. Je n'étais pas très familier avec les douleurs chroniques de ce type. J'ai eu quelque chose de similaire pendant un certain nombre d'années, ça s'appelle un acouphène, c'est un bourdonnement dans les années, je l'ai depuis 1993.
Et s'y habituer était assez similaire à s'habituer à une douleur chronique. C'est une gêne constante et je m'y opposais. Je prenais des anxiolytiques pour ça, mais je me suis sevré et j'ai développé des techniques de gestion de l'humeur, pour y faire face. Et beaucoup de ces techniques que j'ai apprises en gérant cette condition se sont traduites en gérant le trouble dégénératif et la douleur chronique. C'est donc essentiellement de cette façon que je me débrouille maintenant. Si j'avais fait quelque chose différemment, j'aurais probablement pas pris d'opioïdes du tout. Je ne sais pas où j'en serais si je l'avais fait, mais comme cela ne s'est pas produit, je ne peux pas vraiment imaginer où j'en serais. Mais finalement, les choses se sont arrangées. J'ai survécu. J'ai fait d'autres ajustements de style de vie. Je suis devenu un peu plus actif. Je ne m'isolais plus autant, j'ai commencé à sortir pour des petits déjeuners bi-hebdomadaires avec Todd Lyon, un type formidable. J'ai réalisé à un moment donné que vivre à Ottawa, depuis que j'y ai déménagé de l'île du Prince-Édouard pour mon travail et avec ma femme qui n'était pas là et qui ne travaillait pas, j'ai décidé qu'il était temps de retourner à l'île du Prince-Édouard. Donc, après 20 ans, je suis revenu et je suis toujours aux prises avec la douleur chronique et avec l'acouphène qui se gère beaucoup mieux. Actuellement, j'ai de l'arthrite dans les deux hanches et j'attends une consultation pour le remplacement des 2 petites fleurs de douleur pour ajouter au bouquet. Mais nous faisons face à cela aussi. C'est contraignant mais c'est gérable. Je prends beaucoup moins de Tylenol qu'avant. Si vous devez les utiliser pour une intervention chirurgicale ou à cause d'une blessure, essayez de les utiliser le moins longtemps possible. Si vous pouvez éviter de les utiliser du tout, je dirais oui, essayez. Mais pour être honnête, ils peuvent être un outil efficace, mais ils doivent être gérés de manière très différente de ce qu'ils étaient il y a 10-15 ans, 20 ans ou même 5 ans. Alors oui, essayez de trouver une autre méthode si vous le pouvez. Et je ne vais pas recommander d'autres médicaments parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais essayez définitivement un régime de gestion de la douleur, qui réduit toute exposition aux opioïdes. Encore une fois, je peux dire qu'ils sont efficaces, mais ce n'est pas quelque chose que l'on devrait rechercher en premier lieu.